Dis-moi, quelle est ta place, je te dirai qui tu es. Et pour certains, chaque chose doit avoir sa place et il faut une place pour chaque chose. En tout cas, le tribunal de l'actualité est en place pour une nouvelle audience sur les médias leaders, Watt FM et True TV. En place pour faire de la place aux femmes au cours de cette heure d'émission où il sera question de la place de la moitié du ciel dans les instances nationales de décision. Il sera bien entendu question également de la situation politique et socio-sécuritaire du Burkina avec Bénédicte Baïlou, directrice exécutive de Femine In et députée désignée à l'Assemblée législative de transition. Bonjour Madame Baïlou, merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président. En face de vous, deux juges de ce tribunal sont eux aussi en place pour un petit tour d'horizon de ces questions et préoccupations sur les femmes. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour Président, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Vara, bonjour, auditeurs, auditrices, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, la troisième de la semaine, qui démarre à présent avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges et on commence avec vous, juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire qui a en définitive pris la décision de retirer ses soldats qui étaient membres de la MINUSMA, donc au Mali. Et on parle d'en gros 900 soldats qui jusqu'en août 2023 auront définitivement quitté donc le Mali. On comprend très clairement qu'il y a beaucoup d'éléments, mais le plus déterminant aura été les bruits du fait d'arrestation de militaires ivoiriens sur le sol malien. Et depuis, sur le 49, c'est 3 femmes qui ont été libérées et sur le reste comme un os dans la gorge de Alassane Ouattara qui a tout tenté avec certaines médiations, mais ces derniers sont toujours écroués à Bamako. Donc ça devient très difficile. Et puis il y a aussi la réalité d'une MINUSMA qui est beaucoup plus restreinte dans ses prérogatives et dans sa fluidité de circulation dans le Mali même. Sur les questions par exemple des droits de l'homme, il y a eu le fait que le Mali a opposé un certain nombre d'éléments qui contraint ces forces-là dans leur travail, qui constituent des contraintes. Et il y a beaucoup d'autres éléments comme ça. C'est clair qu'il y a un Mali qui a décidé que ce sera son offre domestique qui sera celle-là qui sera déterminante, aidée en termes de coopération par celui avec qui il aura choisi de partir. Et donc, il y a les conséquences de tout cela, on a vu les retraits de beaucoup de forces européennes et tout. On sait la Côte d'Ivoire très alignée aussi sur souvent la position de la France. Donc, le retrait, on sentait que d'une façon ou d'une autre, ça allait venir à un moment donné. Mais pour moi, ça a été la question d'un militaire écroué qui a été décisif. C'est dommage. Parce que sur le continent, ce qu'on attend et ce à quoi on s'attend, c'est bien d'avoir une saine intelligence et puis un genre de bonhomie qui s'exprime de façon naturelle entre pays voisins sur des questions qui sont aussi prégnantes que celles de la sécurité. J'ai dit encore, c'est dommage parce que 900 soldats dans cette MINUSMA, c'est pas rien. Et on se pose la question de savoir quelle sera justement même la survie de cette MINUSMA-là, parce que là, c'est la question maintenant qui commence à se poser. Et on espère que, pour la question des 47 soldats ivoiriens qui restent encore 46. Au Mali, 46, moins 3, c'était 49, moins 3, c'est ça. Et on espère qu'il y aura une solution qui sera trouvée, mais ça ne fait que trop durer maintenant. Oui, ça fait trop durer cette affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Espérons que les solutions seront trouvées de façon rapide. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci Président. Je voudrais revenir sur la consommation des stupéfiants dans nos écoles. Ça devient un phénomène grandissant. Beaucoup de parents s'en plaignent. Certains chefs d'établissement ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Même la police en charge
des stupéfiants et des mœurs a souvent fait des descentes dans certains endroits, dans certains établissements, mais il reste que le phénomène est grandissant. Et je voudrais ici aussi interpeller donc chaque acteur, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, les responsables d'établissement, mais aussi la police, à muscler davantage les différentes interventions afin donc que ce phénomène qui contribue à la déperdition scolaire, mais également à rendre nos enfants malades, afin que cela puisse cesser. À côté de cela, il y a autour de nos établissements des maquis qui gênent, mais visiblement qui appartiennent à des gens certainement forts, des chefs d'établissement en parlent, mais ils n'arrivent pas donc à déguerpir ces personnes-là. Le ministère en avait fait son cheval de bataille il y a quelques années, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de relâchement qui fait que les maquis ne font que se multiplier autour donc des écoles, et donc j'étends donc les enfants à la consommation également de l'alcool, chose qui n'est pas une bonne chose, non seulement pour leur santé, mais aussi pour la suite de leur éducation. Et je voudrais donc interpeller l'ensemble des acteurs à être plus regardants sur l'ensemble de ces questions-là pour faire en sorte que nos enfants évitent tout cela. Une interpellation donc pour que les enfants évitent cet environnement polluant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la 3e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine sur la télévision interactive Truc TV. Vous nous suivez également en simultané sur les ondes de radio Watt FM, la radio 100% urbaine, c'est sur 100.7 en modulation de fréquence. Et pour aujourd'hui, nous parlons du rôle, mais surtout de la participation de la femme dans les instances nationale de décision avec Bénédicte Bailou. Elle est députée à l'Assemblée législative de transition. Elle est également juriste de profession, spécialiste des droits des femmes et des violences basées sur le genre. Elle est directrice exécutive de Féminin. Féminin, c'est un mouvement citoyen qui intervient dans la promotion et la défense des droits des filles et des femmes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la fenêtre des généralité. Oui, juge Vara. Ma question de généralité, c'est vrai qu'il y a eu le débat d'une meilleure représentation des femmes dans nos instances et dans nos institutions que nous avons. On a vu un gouvernement avec sa composition. Maintenant, on a une réalité à laquelle vous êtes. En définitive, vous êtes un peu satisfait, toujours sur votre faim. Et pour vous, qu'est-ce qui bloque pour ne pas qu'on vous fasse si confiance? Merci pour la question. Je dirais, notre sentiment est mitigé. Mitigé parce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits de part et d'autre. Et nous ne sommes pas totalement satisfaits parce que nous espérions les 30%, vu que cette fois-ci c'était par désignation. Les composantes étaient chargées de désigner des individus qui allaient venir les représenter au niveau de l'ALT. Il y a des composantes qui ont choisi, qui ont désigné que des hommes, d'autres un homme, une femme. Donc, le sentiment est mitigé. Maintenant, pourquoi on ne fait pas confiance aux femmes? Je dirais que c'est la perception, la société qui joue beaucoup sur cette question, sur ces différentes questions où on dit la femme elle n'a de voix qu'à l'intérieur, c'est-à-dire dans le volet privé, et à l'extérieur, ce sont les hommes qui doivent parler. Donc ces différentes considérations-là font que les femmes ont toujours du mal à percer, à évoluer dans les sphères de décision ici au Burkina Faso. Oui, ça va? Ça va. Oui, juge. Ok, merci Président. On sait que l'Assemblée législative de transition a voté récemment, adopté en tout cas le règlement intérieur. Et là-dedans, il est question de gratuité. On a vu que les députés qui sont intervenus donc, à l'issue de l'adoption de ce règlement intérieur ont beaucoup insisté sur la question de la gratuité qui est un élément fondamental de ce règlement intérieur-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela rime exactement? La gratuité, ça signifie quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer au Burkina? Alors, c'est déjà une disposition de la charte de transition donc qu'on a intégrée dans le règlement intérieur. Donc, ça veut dire que les députés n'ont pas de salaire. À la fin du mois, on ne vous paye pas. Vous fonctionnez sous le régime de la gratuité. D'autres parlent de payer par session.
les sessions qui sont payées. Maintenant, il faudra peut-être définir le montant prévu, mais la gratuité, c'est qu'à la fin du mois, nous ne sommes pas payés. Ok. Oui, mais ces sessions qui sont payées, justement, oui, allez-y, juge, voilà. Moi, je suis bien tatillon sur les mots. Votre mandat n'est pas gratuit, il est juste non rémunéré. Étant entendu que la rémunération, c'est le salaire que vous avez à la fin du mois, qui est discuté, négocié ou quoi que ce soit. Maintenant, les sessions sont des indemnités. Ça veut dire que ce sont des dépenses inhérentes au fait que vous siégez et ce qui va avec. Donc, ce n'est pas un salaire. Donc, ce n'est pas gratuit parce que les Burkinabés auront à payer pour que vous siégez. Donc, ce n'est pas gratuit. Il y a des indemnités de session, voilà. Et ces sessions, on nous dit qu'elles sont permanentes. Voilà. Que la session est permanente, ça veut dire que vous pourriez gagner plus que si vous étiez salarié. Et même plus que l'ancienne ALT, si on s'en tient aux chiffres que nous avons. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on essaie de savoir. L'ancienne ALT, si ma mémoire est bonne et on me corrige, je pense que c'était 600 000. C'était 600 000 ou bien? Bon, en tout cas, moi, ce que j'aurais appris. Moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on aurait appris. Maintenant, si c'est faux, on saura, on va corriger après. Maintenant, quand on regarde les indemnités, certains nous parlent de 30 000, bon, 25 000 en tout cas. Quand on regarde, vous n'êtes pas loin du million, ça devient un peu plus que l'ancienne ALT. C'était ces demandes, bon, ok, est-ce que c'est gratuit de coûter plus cher? Alors, Mme Baïlou, est-ce que c'est gratuit de coûter plus cher aux contribuables burkinabés? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas le montant fixe de la session. Je n'ai aucune information là-dessus. C'est pas encore fixé alors? C'est pas encore fixé. Donc, lorsqu'on parle de gratuité, c'est peut-être comme ce qu'il a dit, on n'a pas de salaire, peut-être non rémunéré, mais c'est gratuit parce qu'on ne nous paye pas pour faire ce qu'on doit faire. Donc, c'est dans ce cadre-là, on parle de gratuité du mandat. On parle de gratuité du mandat parce qu'on ne nous paye pas pour faire ce qu'on fait, mais on vous paye pour faire ce que vous devez faire pendant les sessions. Donc c'est quand même une rémunération qui intervient au jour le jour. Enfin, évidemment, on ne va pas vous payer au jour le jour, mais c'est une rémunération qui intervient. La situation globale du pays, parlons-en, puisque vous êtes une femme et vous avez un regard sur cette situation à la fois sociopolitique, mais également socio-sécuritaire. Quel est votre regard de femme sur cette situation que traverse le Burkina aujourd'hui? Sur la situation que traverse le Burkina, je vais emprunter les mots du président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dit que la situation est alarmante. Elle est très alarmante parce que d'aucuns disent qu'on a perdu 40 à 60%, on ne maîtrise plus 40 à 60% de notre territoire et les effets de cette situation-là pèsent beaucoup sur les femmes également, les femmes, les enfants. Donc le regard que nous avons est un regard inquiet parce qu'on se demande à quel moment nous allons pouvoir nous en sortir. Les acteurs qui sont en présence, est-ce qu'ils maîtrisent suffisamment? Est-ce que les stratégies sont suffisamment efficaces pour nous permettre d'espérer un meilleur lendemain? Oui, sur la situation socio-sécuritaire. C'est vrai que lorsque je me rappelle d'un point de presse, côté N, avec l'ancienne ministre en charge du genre qui rappelait que sur cette question terroriste, là, les femmes sont en train de jouer un rôle très important. Pas dans notre parti État, République, non, mais plutôt du côté du terrorisme, avec un apport en logistique et en renseignement qui était très fort. Si ma mémoire est bonne, j'ai pas trop entendu les associations féminines là prendre à bras le corps ce débat là, alors que c'est aussi une contribution, quoi qu'on dise, dans une actualité qui est majeure pour nous et qui concerne la gente féminine. Pourquoi? Sur les questions sécuritaires, on se plaint moins. Même quand on parle de recrutement, je pense que la dernière fois, il y avait celui de la gendarmerie qui a dit que c'est d'abord les garçons, c'est seulement les garçons qui seront recrutés. Et même sur la question des VDP, on dit d'aller se faire enrôler. On n'entend pas trop la gente féminine là-dessus. Peut-être sur les questions de poste. Bon, là, on dit oui, il faut une équité et tout. Je pense que la vie de la nation, c'est tous les compartiments. Est-ce que ça ne nourrit pas
légitimement chez certains un regard qui est celui que lorsqu'il s'agit d'éléments plus intéressants, là on se bat pour, on dit non, il faut que les femmes y soient. Et lorsqu'il faut apporter sa contribution de façon générale, où on attend le burkinabé sans distinction de sexe, sans distinction d'autre chose, tout court, on est moins enclin à aborder les questions sous ce prisme-là. Peut-être des informations ou des éléments vous ont échappé. Sinon, il y a des organisations de la société civile féminine qui se sont prononcées lorsque le ministère en charge de la famille a évoqué le fait que c'était certaines femmes qui aidaient les forces de l'autre côté à évoluer. Maintenant, concernant l'enrôlement des VDP, je pense que chacun connaît ses aptitudes, ses compétences et estime à quel niveau de responsabilité ou à quel niveau d'engagement elle peut se faire. Moi, je ne me suis pas enrôlée parce que j'estime que déjà, je n'ai pas les compétences physiques, les aptitudes physiques pour le faire. Ensuite, j'estime que interpeller, dénoncer, informer, c'est ce dans quoi j'évolue, c'est ce que je sais faire. Donc j'estime que dans ce volet-là, je peux apporter plus. Vous, le juge, je ne sais pas si vous vous êtes enrôlé ou pas, mais le fait d'être sur le plateau aussi, d'inviter des personnes qui vont venir discuter aussi, c'est votre rôle que vous faites et c'est votre apport pour que le pays puisse sortir de la situation dans laquelle elle est. Donc chacun à son niveau apporte quelque chose. On ne va pas toujours dire les femmes ne s'enrôlent pas en tant que VDP. Elles vont là où elles pensent, où elles estiment qu'elles peuvent apporter quelque chose. Je ne personnalise pas le débat. Je n'ai pas demandé si vous êtes... Non, j'ai juste expliqué. Mais j'ai dit, oui, vous êtes sur un débat qui est celui d'amener ces femmes-là vers un certain nombre d'éléments, d'exiger qu'elles soient prises en compte dans un certain nombre d'éléments. Et je dis, la vie de la nation, elle est plurielle. Et je dis, sur certaines questions, par exemple, on a l'impression de ne pas vous entendre de la même façon. Et j'ai dit que sur la question de l'enrôlement, par exemple, j'ai dit, on n'a pas senti, par exemple, ce type d'appel. Chacun contribue là où il peut, mais certaines peuvent contribuer aussi d'une certaine façon. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le VDP, ce n'est pas seulement celui qui attrape la calache au front. Il a l'aspect renseignement. J'ai parlé de la question du terrorisme aujourd'hui, où, de façon très claire, au quotidien, on nous a dit que les femmes sont d'une contribution majeure chez les terroristes. Est-ce que votre association... Les femmes peuvent être d'une contribution majeure dans la lutte contre le terrorisme. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le parallélisme de forme aidant. Donc je dis, j'ai l'impression qu'on vous entend moins peut-être sur ce chapitre-là. Je peux me tromper. Mais je dis, j'ai l'impression qu'on vous sent plus sur les questions de poste et autre chose, et que sur les autres questions de la vie de la nation, on n'a pas la même mobilisation, on n'a pas la même verve, on n'a pas on n'est pas enclin à défendre la même chose. C'est de ça que vous avez utilisé un thème qui est très intéressant, c'est vous avez l'impression. Donc ça veut dire que vous n'avez pas les chiffres, vous n'êtes pas certain de ce que vous dites. Donc je vous dis qu'il y a des organisations de la société civile qui ont appelé les femmes à aller s'enrôler. Comme vous le dites, il n'y a pas que... Les organisations féminines. Oui, il n'y a pas que attraper la calache qui veut dire on s'enrôle ou qui veut dire qu'on va au front. Il y a le renseignement, il y a l'information, il y a tout ce qu'on veut dedans. Le cadre de concertation dont je suis membre a organisé une campagne de sensibilisation où on appelait les femmes à s'enrôler, où on appelait les femmes aussi à être des vecteurs de cohésion et de paix. Donc il y a eu des organisations de la société civile féminine qui ont appelé les femmes à plus d'engagement dans cette lutte contre le terrorisme. Peut-être qu'on ne l'a pas tellement senti. Juge Inoussa Ouedraogo. Merci. Juste avant la formation du gouvernement, on a vu des femmes animer un point de presse où elles appelaient à la parité à tous les postes. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce type d'appel-là? Et pour vous, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur la vie de la nation? Alors, la question de la parité est une question très importante qu'on a toujours relevée, même si on est parti sur le postulat que nous voulons 30% dans les instances de décision. Demander la parité, ce n'est pas moins que demander une égale répartition des différentes composantes dans les instances de décision. Les femmes qui sont sorties, je m'aligne derrière le plaidoyer qui a été fait, parce qu'on
On a des hommes, on a des femmes qui sont capables. Donc on estime qu'il faudrait qu'il y ait le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes dans ces instances de décision-là pour que les décisions qui seront prises, même si tout le monde ne va pas voter pour la même chose, tout le monde ne va pas s'aligner derrière la même cause, au moins que les forces soient égales et qu'elles s'annulent. Donc ça veut dire autrement que s'il y a 50 ministres, il doit y avoir 25 femmes, 25 hommes. S'il y a 100 députés, 50 femmes, 50 hommes. C'est ça la parité. Et d'aucuns, je vais revenir sur la question justement du juge VAR. Beaucoup de Burkinabés ont indiqué que, parce que c'est dans la même lignée qu'a été lancé le recrutement des VDP. Et les gens ont dit, si on veut 50 000 VDP, on doit pouvoir avoir 25 000 femmes, 25 000 hommes. Alors, pourquoi ça vous pose tellement un problème, le fait qu'on dise que dans les postes de... Non, mais je vous renvoie les questions aussi. Non, nous ne sommes pas là pour répondre aux questions. C'est vous qui répondez aux questions, madame. Que dans les postes de décision, on réclame la parité et dans l'enrôlement, on n'a pas de parité. Les Burkinabés ont posé cette problématique-là et nous vous demandons ce que vous en pensez. Alors, ce que moi j'en pense, c'est que les femmes s'enrôlent. Elles font ce qu'elles veulent. Elles veulent être dans les postes de décision. Elles y vont. Elles veulent être enrôlées. Elles y vont. Nous, on se positionne sur le fait que dans les instances de décision, pour sortir le pays de la situation dans laquelle elle est, dans laquelle il est plutôt, il faut des femmes dans les niveaux de prise de décision. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut des femmes dans les niveaux de prise de décision, mais il y a aussi un certain nombre de préjugés, vous l'avez dit tout à l'heure, et aussi de blocages qui font qu'on ne peut pas avoir cette parité, oui ou non. Est-ce que vous avez conscience de ces préjugés et est-ce que cela vous pose problème par rapport à ce plaidoyer que vous menez? Les préjugés, ce sont des constructions sociales qu'on peut déconstruire. En sensibilisant, en informant, en expliquant pourquoi c'est nécessaire d'aller vers la parité. Le contexte socio-culturel burkinabé n'est pas toujours favorable à l'implication des femmes dans les sphères de décision, mais avec les textes de loi qui ont été votés, maintenant on demande l'applicabilité de ces textes de loi-là. Je pense que de plus en plus, des efforts sont fournis, des efforts sont faits et on espère qu'on atteindra déjà les 30% et ensuite la parité. Alors, c'est une question récurrente, la sous-représentation des femmes dans les instances de décision au fil des ans, des décennies même, et des gouvernements, et des parlements. On a toujours posé ce problème, on a toujours vu que on n'a pas un nombre suffisant de femmes dans ces instances de décision, alors que selon les chiffres officiels, justement, nous avons presque 52% de femmes au sein de la population. Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour promouvoir justement cet appel de femmes dans les instances de décision? Alors, très souvent, on dit que les femmes ne sont pas compétentes. Il y a la présomption d'incompétence qu'on renvoie aux femmes en disant, lorsqu'on veut constituer, par exemple, un gouvernement ou bien les élus locaux, on dit les femmes ne sont pas compétentes. Nous, à notre niveau, on essaye de former les plus jeunes à acquérir des compétences et des connaissances pour pouvoir pallier à ce problème-là, parce que c'est vrai, elles s'intéressent pas toujours aux questions, je vais dire, importantes, par exemple les questions économiques, les questions sécuritaires, la finance, elles ne s'intéressent pas toujours à ça. Donc notre rôle, c'est de former des jeunes femmes qui ont pour ambition de s'engager en politique, ou alors de devenir des électrices avisées, parce qu'on ne votera pas quelqu'un qui n'a pas un programme clair, qui n'a pas un programme qui prend en compte le genre. Donc il faut des électrices avisées et des candidates éclairées. Voilà ce qu'on fait à notre niveau pour permettre aux jeunes femmes d'évoluer et de percer dans le milieu politique. Oui, juge Vara. Moi, des fois dans le discours, je me dis, est-ce qu'on n'emprunte pas trop les choses dans le regard que l'Occident a peut-être de nous? Je m'explique.
quand on dit que bon, on trouve que la femme elle est incompétente ou quoi, n'oublions pas que aujourd'hui la majeure partie de notre population là, c'est pas une population vieille. Ça veut dire que le ressenti d'il y a 15, 20 ans, il y a longtemps qu'il est dépassé parce que plus de 77% de notre population a moins de 35 ans. C'est dit peut-être que c'est tous ceux-là qui sont très jeunes, qui sont le fruit de beaucoup de brassages du fait de la globalisation et de l'ouverture vers le monde, sont encore dans cette façon de voir. Alors que moi, j'entends les jeunes aujourd'hui, je les vois dans des débats, ils sont loin de ce que vous êtes en train de dire, par exemple. Alors que c'est eux, la population d'aujourd'hui, dans sa frange majeure. Maintenant, au niveau de la sphère décisionnelle, il y a la réalité aussi de certaines barrières. Moi, je veux qu'on les aborde peut-être sans langue de bois. C'est pour ça, lorsque le président demandait qu'est-ce que vous faites, moi, j'aurais bien voulu entendre peut-être autre chose. Et je sais que peut-être vous n'avez pas encore voulu les aborder parce qu'on ne vous les a pas posés. Aujourd'hui, on a reçu plusieurs figures de proue de partis politiques qui disent que ce n'est pas la chance qu'on ne donne pas. Mais quand elles viennent, elles ne veulent pas prendre les coups comme on les prend. Elles ne veulent pas faire comme on fait parce qu'elles savent que ça demande une bonne part de sacrifice, que leurs obligations ou que leur regard ou leur rapport avec le métier d'acteur politique ou quoi que ce soit devient toujours difficile. Ça leur demande peut-être 2-3 fois plus d'efforts. C'est la nature, hein, la femme et l'homme, ils sont différents. C'est pour ça qu'on dit homme ou femme. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se comprendre. Il y a un travail, je me dis aussi, peut-être à faire en termes de coaching, en termes à ce niveau-là. Et puis, aujourd'hui, on trouve des femmes dans des partis politiques qui bousculent. Les noms, on peut les trouver à l'appel, qui sont plus fortes en termes de caractère que plusieurs hommes, qui dans la tête ont beaucoup plus à offrir. Ça ne souffre pas. Mais elles ont fait un travail sur elles-mêmes et elles ont accepté d'y aller. Est-ce que ce n'est pas que la majeure partie ne veut pas? Je suis journaliste, je prends un cas tout simple. Je suis très heureux qu'on vous ait ici. Avoir une dame sur certaines questions, vous appelez. Ah, ben moi, votre affaire là, je vais venir. Vous savez, nous là, c'est un peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas des barrières qu'on se met aussi? Et c'est pour ça que je dis, est-ce que le travail aussi, des fois vous ne vous parlez pas sur ce chapitre-là? Moi j'ai été très, très heureux d'avoir une initiative, il n'y a pas si longtemps, de femmes qui étaient en train de créer des pôles pour occuper les médias sur les questions. Parce qu'il y a des juristes, en matière d'architecture, il y en a, sur les questions de médecine, sur les questions de politique pure et dure. Tous là, vous avez des femmes qui sont aguerries, qui peuvent venir faire le débat, tenir la dragée haute avec nous. Mais quand vous appelez, on vous dit et on vous cite des choses. Est-ce qu'il n'y a pas ce travail-là aussi à faire? À encourager après les jeunes là aussi à venir, les petites qui vous regardent là, à se dire, les tantis là sont en train de bousculer, il faut que nous aussi on y aille. Est-ce que des fois il n'y a pas ça? Est-ce que vous ne vous parlez pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ça? Alors déjà, la question de la présomption d'innocence, non, d'incompétence, c'est pas nous qui la faisons, c'est les personnes qui sont en face de nous qui disent les femmes ne sont pas suffisamment compétentes. Nous, on sait que c'est pas vrai, mais on veut renforcer. Oui. Qui? Dans quel cadre? Dans quel cadre? Sur les parti questions... politique, je veux dire, ou quoi? Non, je ne suis pas dans un parti politique. De façon générale, on dit les femmes, moi on m'a dit je ne suis pas compétente pour parler des questions sécuritaires parce que j'ai pas le recul nécessaire ou j'ai pas les informations de fond. Je peux comprendre ça parce que je ne suis pas force de défense, je ne suis pas ministre chargé de la sécurité. Pas spécialiste de la sécurité. Je ne suis pas spécialiste de la sécurité, mais j'ai un regard en tant que citoyenne à avoir. Et ce regard-là nous intéresse. Oui, évidemment. Donc, la présomption d'incompétence ce n'est pas nous qui la posons. Pas du fait des femmes. Voilà, c'est pas nous qui la posons. Maintenant, vous savez, il y a le conditionnement social qui fait que même si la femme sait qu'elle est compétente, si on lui a toujours dit dès le bas âge que tu ne dois pas prendre la parole, ce n'est pas à toi de parler, c'est aux hommes de parler, c'est ce qu'on dit, la femme c'est à la maison. J'aime pas trop évoquer ça, mais il y a un proverbe d'une certaine ethnie qui dit la femme est à la maison et puis l'homme est dehors, ou alors c'est la nuit qui porte conseil, et puis voilà. On sait tout ce que cela englobe. Donc quand tu as grandi dans cet environnement où on te dit que tu n'as pas suffisamment la compétence,
ta voix ne compte pas. Quand tu grandis, même si tu as acquis de la compétence sur certains sujets et que tu veux, tu ne peux pas, parce que ce conditionnement-là fait que c'est compliqué souvent. Nous faisons du coaching. Il y a le cadre de concertation et l'organisation que je dirige également qui fait du coaching, qui fait du développement personnel, parce que c'est important de faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent, qu'elles doivent avoir confiance en elles, qu'elles peuvent prendre la parole pour parler, pour faire entendre leur voix. Donc c'est un travail qu'on fait. Maintenant, quand les hommes politiques disent que les femmes n'ont pas la carrure ou qu'elles ne veulent pas, c'est pas ce que j'ai dit. Ou qu'elles ne veulent pas assumer ou recevoir les coups comme eux, je pense que il y a des dispositions que ces acteurs politiques-là doivent prendre pour faciliter les choses. Parce que c'est très facile de dire les femmes ont peur ou je ne sais quoi. Si au sein du parti politique, des dispositions ne sont pas prises pour permettre à ces femmes-là de s'exprimer. Prenons l'exemple des heures de réunion. Une femme, à un certain niveau, elle a probablement un mari, elle a des enfants. On ne va pas mettre une réunion à 22h pour lui dire de venir être à la réunion à 22h parce qu'elle a des occupations, elle a des contraintes familiales auxquelles elle ne peut pas aussi se départir. Donc il faut prendre ça en compte. Les hommes, il y a quelqu'un à la maison qui gère, donc c'est la femme qui gère. Donc lui il va. Mais si c'est la femme qui veut partir, comment elle fait? Il faut prendre des dispositions pour peut-être ramener l'heure des réunions à des heures beaucoup plus conventionnelles, 16h, 18h. C'est beaucoup plus facile pour les femmes de participer à ces réunions au cours desquelles des décisions importantes sont prises. Donc, ce sont des dispositions que les acteurs politiques doivent prendre aussi pour permettre aux femmes qui sont dans leur parti politique de prendre la tête et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir laisser leurs compétences s'exprimer. Oui, mais est-ce que tout cela suffit, Madame Baïlou? Tout cela ne suffit pas. Les contraintes sont là. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas les éluder. Les contraintes sociologiques, culturelles, vous venez de parler du cercle familial, ce qui constitue en soi une contrainte pour la femme de pouvoir s'exprimer librement dans l'espace public. Donc cela, c'est encore difficile. Il y a certaines femmes qui, quand on doit les nommer à un poste, doivent requérir l'autorisation de leur mari. Et donc parfois le rôle des hommes est important de ce point de vue-là, parce que l'on peut dire non, tu n'y vas pas, tout simplement. Et donc la femme est bridée par rapport à ça. Est-ce que vous avez un discours ou un canevas de discussion par rapport à ces questions, et comment vous arrivez finalement à embarquer les hommes dans vos combats? Je crois savoir d'ailleurs que l'Institut national démocratique a organisé en décembre 2021 un panel sur cette question, sur l'engagement des hommes en faveur du positionnement des femmes dans les instances de décision et les postes électifs. Qu'est-ce qui a changé depuis, évidemment, décembre 2020, ça fait moins d'1 an, mais est-ce qu'il y a un travail effectif qui se fait avec les hommes dessus? Alors, le travail effectif qui est fait, c'est la sensibilisation, parce qu'une femme qui a des ambitions d'occuper des postes politiques, elle devra discuter, sensibiliser l'homme avec qui elle partage, l'homme qui partage sa vie, pour qu'il comprenne pourquoi elle a besoin d'occuper ces postes-là. Donc, il y a un terme que les Nations Unies ont consacré, la masculinité positive, qui permet à ce que les hommes comprennent, à ce que les hommes soient plus favorables à l'engagement politique ou à l'engagement public de leur compagne ou de la femme de façon générale. Donc c'est de la sensibilisation, de l'information, toujours de la sensibilisation et de la discussion entre les personnes pour que les femmes puissent quitter le cadre privé pour être dans le cadre public. Oui. Bon, moi, c'est vrai qu'on parle de masculinité positive et tout, et quand quelquefois on oppose souvent certains concepts à, je dirais pas à notre réalité, mais à notre vécu. Et on présente souvent l'Africain dans sa culture comme celui qui brime naturellement la femme. Alors que notre histoire regorge d'exemples de femmes auxquelles on donne la place et la bonne. Je pense que, est-ce que j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un prisme quelquefois qui est trompeur? C'est de ça que je parle. Est-ce qu'il n'y a pas un prisme qui est trompeur, où
on vous dit que vous êtes né, vous avez grandi dans une façon d'être qui n'est pas la façon dont il faut. Un genre d'unicité de pensée, un genre d'homme smart, mondial qu'on est en train de faire, et tout ce qui est à côté est faux. Et que tout ce que vous avez fait dans le temps, c'est que brimer la femme. Alors que ce n'est pas vrai. Allez dans nos sociétés, vous verrez comment ces femmes-là ont droit au chapitre, ont droit à la parole et contribuent dans la décision. Ils font changer les trajectoires de façon majeure, sans que on ait fait de la masculinité positive et qu'on le leur ait prêché dans le village. Ça, pour moi aussi, quelquefois, quand on veut aborder les choses, je dis qu'il faut faire attention pour ne pas rentrer dans des prismes souvent occidentaux qui nous diabolisent ou qui nous présentent comme étant des, je ne sais pas moi, des hommes de la terre, de la pierre taillée qui sont je suis désolé, mais moi, quand je vois les choses, je n'accepte ça, par exemple, c'est des choses que je n'accepte pas. Mais je pense qu'il y a du travail à faire. Quand je regarde le 5e rapport du RGPH, recensement général de la population de l'habitat, ça me parle. On ne peut pas avoir 51% de femmes et puis que la pauvreté ait un visage féminin. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Pour moi, c'est vrai, le symbole de la femme dans des institutions, c'est quelque chose d'important. Mais si on veut changer la condition de ces femmes-là, pour moi, il y a un autre débat qui est un peu ailleurs dans nos réalités. Quand je discutais par exemple avec le président nigérien, il disait, chez moi, ce n'est pas la femme d'en haut là qui a le problème. On marie dans certaines contrées nos enfants de façon forcée. Elle n'a même pas 14-15 ans, elle a déjà un enfant. Ça veut dire qu'elle quitte l'école. C'est quelqu'un que vous mettez sur le bas-côté, c'est fini. Et donc, il a identifié un certain nombre d'éléments comme ça qui empêchent la femme d'aller un peu plus en avant, d'avoir d'abord un niveau très intéressant en matière d'éducation qui lui offre des champs de possibilités et puis beaucoup d'autres petites questions. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Burkina, c'est bien de ça qu'il s'agit. Regardez, on parle des déplacés internes. Moi, je suis content. Vous êtes député, c'est par ça que je vais terminer. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir changer, vous, en tant que femme, et apporter pour une amélioration de leurs conditions? Les PDI, la majeure partie, là, c'est des femmes et des enfants. Quand on regarde le 5e RGPH, ce qui nous rappelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont, on va dire, comment on appelle ça, dans le ménage, qui sont des chefs de ménage, qui sont devenus des chefs de ménage. Parce que le père, il a fui, il allait se faire enrôler, ou bien il a disparu, il est mort quelque part. Ou bien il y a beaucoup d'autres choses. Elles sont obligées, elles, de porter maintenant la famille. Ça, c'est la réalité. 3/4 de la population burkinabé en zone rurale. Et est souvent loin du débat sur lequel nous sommes engagés aujourd'hui, sur le poste politique, le poste ceci ou cela. C'est comment on arrive petit à petit à changer leurs conditions. Vous, qui êtes à l'Assemblée nationale, pour la majeure partie de ces femmes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui sont dans des conditions aussi difficiles, vous pensez que quels sont les petits pas qu'on fait pour pouvoir changer les choses, étant entendu qu'un long voyage commence seulement par un premier et un petit pas? Alors, je vais dire... Oui, Madame Baïlou. Je vais dire que ce sera peut-être la question de l'autonomisation financière. D'accord. Il faut quitter dans le processus d'assistanat toujours, et il faudra donner les possibilités ou les capacités à ces femmes-là pour qu'elles puissent se prendre en charge et prendre en charge leur famille, soit en les formant en mettant en place des AGR, des activités génératrices de revenus, ou en les formant à avoir des capacités ou des compétences dans certains domaines pour qu'elles puissent rentabiliser plus tard ces compétences-là en vendant les produits issus de ce qu'elles auront appris. Pour ces PDI-là, je pense que c'est plutôt... non, c'est toujours dans la même ligne, l'autonomisation, les faire sortir de l'assistanat, parce que ce qu'on leur donne, c'est pour qu'elles reviennent encore pour tendre la main. Ce n'est pas évident et ça ne permet pas à ces femmes-là de quitter le statut dans lequel elles évoluent. Donc, l'autonomisation financière, créer des fonds pour qu'elles puissent bénéficier de ça et surtout travailler à ce qu'elles retournent dans leur milieu. Travailler à ce qu'elles retournent dans leur milieu, un milieu où la paix sera revenue et où elles pourront de façon libre, vaquer à leurs occupations, prendre en charge la famille et éduquer les enfants. Oui, juge Inoussa Ouedraogo. Alors, ces dernières années, on a vu des femmes candidates à l'élection présidentielle. On a eu Sarah Sérémé, on a eu Madame Toé, paix à son âme, et puis on a eu
Madame Kam Yeli Monique. On constate que pour chacune d'elles, il n'y a pas eu plus de 2% des Burkinabés qui se sont exprimés en leur faveur. Comment vous interprétez ces chiffres, les résultats auxquels elles sont parvenues? Alors, je vais toujours dire c'est la perception. Le juge ne va certainement pas aller dans mon sens, mais comme il a dit tantôt, notre histoire prouve qu'on a donné la place à des femmes. Ça, c'est notre histoire. Mais qu'en est-il de la réalité aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a eu des influences qui sont venues changer la façon de faire du Burkinabé, des Africains de façon générale et du Burkinabé. Malheureusement, ces influences-là ont eu des conséquences néfastes que nous continuons à subir aujourd'hui. Donc, que les candidates aux élections n'ont pas reçu plus de 2% de voix, c'est malheureux. C'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est toujours continuer à sensibiliser, à informer la population que c'est important. On ne va pas non plus dire que parce que c'est une femme, on doit obligatoirement la voter. On vote un président sur son programme. Moi, je m'aligne sous ce postulat-là. On vote un président sous son programme. Si quelqu'un estime que ton programme ne lui convient pas, on ne va pas obliger la personne à te voter parce que le vote, il est libre. On ne va pas obliger la personne à le voter. Donc, je pense qu'il faut toujours continuer à sensibiliser et elles pourront toujours continuer à se présenter. Il y a des candidats hommes qui se sont présentés à plusieurs élections. Elles pourront toujours continuer à se présenter aux différentes élections et j'espère qu'un jour, une de ces femmes-là ou une autre femme pourra être présidente du Burkina Faso. Donc si je comprends votre analyse, c'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles n'ont pas été élues, mais c'est lié au fait que leur programme n'a pas convaincu. J'ai pas dit ça. Est-ce que c'est cela? Non, j'ai pas dit ça. Je dis, on vote quelqu'un sur un programme. Mais notre société aussi fait que parce qu'elle est femme, elle ne sera pas votée malheureusement. Je prends mon cas. À la présidence, à l'Assemblée législative, je me suis présentée et il y a eu des commentaires comme quoi jamais une femme ne sera présidente à l'Assemblée. Qui l'a dit? Je ne vais pas venir donner des noms de personnes ici, mais ce sont des commentaires qui ont été faits. Bon, c'est important, parce que quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui est à l'Assemblée législative de transition, je suis d'accord avec vous. Qui tient ce genre de propos-là, c'est assez grave. Je pense que vous pouvez le dire ici. Non, je ne vais pas le dire, mais je suis d'accord avec vous. Oui, mais Madame Bailou, sur cette question-là, même les femmes qui étaient à l'Assemblée législative de transition, je crois qu'il y en a eu 11 dans cette législature, on va dire. Il y en a eu 11. Finalement, aucune de ces femmes-là n'a porté sa voix sur votre personne? Alors, j'ai eu deux voix, ma voix et puis la voix de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Donc ça, je ne pourrais pas dire que toutes les femmes ne m'ont pas soutenue, mais il s'agissait de bas de campagne, il s'agissait d'affinité avec l'un ou l'autre des candidats et les votes ont confirmé que c'était plutôt le président Ousmane Bougouma qui devait être président et aujourd'hui c'est lui le président de l'ALT. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, je crois que vous n'aviez pas terminé. Oui, la réponse qu'elle m'a donnée par rapport à ma question ne m'a pas satisfait, parce que je l'ai posée aussi en lien avec ce que vous avez dit il y a quelques minutes, à savoir que les femmes ont des difficultés dans les partis politiques. Ici, il se trouve que c'est elles-mêmes qui sont les chefs de ces partis politiques-là. Elles se sont présentées et n'ont pas réussi même à se faire élire députées pour certaines. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que là encore c'est les hommes qui ne les considèrent pas, qui ont un autre regard, ou est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas été capables de convaincre l'électorat? D'autant plus qu'au même moment, il y a des femmes qui ont réussi à se faire élire députées à plusieurs reprises. Des femmes ont réussi à se faire élire maire. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les femmes qui doivent se remettre aussi en cause, ou est-ce que c'est tout le temps les hommes qui les empêchent d'aller vers le haut? Peut-être c'est toutes ces raisons. C'est possible. Manque de charisme de ces femmes-là qui... Je ne dirais pas manque de charisme, parce qu'elles sont toutes charismatiques. Manque de charisme, c'est insulter leur personnalité, quelque chose que je ne me permettrai pas. Elles sont toutes charismatiques, mais le fait... Vous savez, les partis politiques sont des microsystèmes de la société. Ce sont les personnes qui constituent la société qui sont encore dans les partis politiques. Même si elles sont chefs de parti,
elles sont dans une société et ces stéréotypes, ces préjugés là pèsent aussi sur elles parce qu'elles sont femmes. C'est pas parce qu'elles sont chefs de parti qu'elles auront un traitement différent de ce que les femmes qui sont dans les partis politiques subissent. Madame, est-ce que vous percevez des solutions à moyen terme pour sortir justement ces femmes-là de leur mise à l'écart, si on peut appeler ça comme ça? C'est sensibiliser les partis politiques. Même, je vous donne moi ma position personnelle. On a suffisamment sensibilisé. Je suis d'accord. Je pense qu'il est temps pour les femmes de créer des partis politiques pour elles-mêmes. Qu'elles créent encore plus de partis politiques. Que la solidarité féminine soit en marche, que les femmes fassent et qu'on fasse des votes sanctions. Que les femmes, aux prochaines élections, qu'on fasse des votes sanctions. C'est-à-dire ne pas voter les hommes. Ne pas voter un homme. Oui, mais jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Ça, non, il n'y a pas eu de vote sanction. Il n'y a pas eu de réel vote sanction. Il faut réellement le vote sanction pour... Madame, vous avez dit que des femmes ont échoué parce qu'elles ont présenté un programme. Je n'ai pas dit ça. Ne m'attribuez pas des propos qui ne sont pas les miens. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'elles n'ont pas des programmes satisfaisants qu'elles n'ont pas fait. J'ai dit si quelqu'un estime que le programme d'un candidat ne lui convient pas, la personne ne va pas voter ce candidat-là. Mais je n'ai pas dit que tel candidat n'avait pas de programme, c'est pour ça qu'on ne l'a pas voté, c'est pas ce que j'ai dit. Madame, vous dites que c'est sur la base des programmes qu'on vote les candidats à la présidentielle. Exact. Et pour les autres élections aussi. Il se trouve que des femmes ont présenté des programmes. Elles n'ont pas été choisies, quand bien même la majorité de notre population est féminine. Quelle solution vous proposez? Vous dites qu'il faut sanctionner les hommes en ne les votant pas. C'est ça, c'est une solution pour vous? Une des solutions. L'autre solution, c'est créer des partis politiques. Plus de femmes chefs de partis politiques. Plus de femmes élus locales. Plus de femmes dans les communes. Plus de femmes à l'intérieur des villages pour dire aux femmes, aujourd'hui, ok, on a dit les hommes, on essaye les femmes. C'est une solution aussi. Toutes les solutions sont bonnes à prendre tant qu'on va vers une amélioration de la participation citoyenne et politique de la femme de façon générale. Oui, juste voilà, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est vrai aussi qu'il y a aussi certaines réalités. Pour beaucoup, c'est difficile de voir une femme chef. Ça, c'est une réalité. Et ça fait que, quand vous regardez, vous dites élection à la présidentielle, quand la bonne dame vient battre campagne dans le fin fond, lui, il voit l'élection d'un chef. Il a fait la désignation d'un chef. Et il y en a qui ont encore du mal avec. Ça, pour moi, c'est une réalité et c'est quelque chose qui peut avoir la peau dure. C'est-à-dire au-delà du programme que vous proposez et au-delà de tout. Maintenant, n'oublions pas aussi que la question de la présidentielle est très singulière dans nos pays. C'est d'abord le dieu argent, c'est à qui peut mieux et qui a beaucoup plus de sous. Les résultats, on a vu, ça a été la stratification des moyens mis. Le premier, c'est celui qui a mis le plus de sous. Le deuxième, c'est celui qui a mis le plus de sous en deuxième. Ça a été toujours comme ça. Donc, il y a aussi cette réalité-là qu'il faut prendre en compte. Bon, maintenant, moi, je suis un peu mal à l'aise lorsque on voit tout dans le prisme du genre. Il y a la question je ne parlerai pas de mérite, mais la question de la particularité des uns et des autres. On ne peut pas tout expliquer parce que c'est une femme. On ne peut pas aussi tout expliquer parce que ce sont des hommes qui sont trop conservateurs ou quoi que ce soit. Chacun doit diluer. Et ça, c'est vraiment ma posture. Et que sur certaines questions, on prenne en compte comment est-ce qu'on peut créer un contexte pour que ces femmes-là aient un meilleur rendement d'elles-mêmes et qu'on ait le meilleur d'elles-mêmes. Je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est donc très important. Donc, dans la logique, là où on parle d'élection, il ne faut pas venir dire forcément que c'est parce que c'est une femme qu'on a. Parce que si vous reconnaissez que pour la présidentielle, ça peut être le programme et la non-adhésion au programme qui justifie. En même temps, vous ne pouvez pas dire pour d'autres questions de vote qu'il faut qu'on mette les femmes là-bas si le vote c'est un choix et qu'il faut convaincre. Donc, ce n'est pas que la question seulement du genre. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont derrière, sur lesquels il faut travailler et c'est petit à petit. Je pense que c'est comme ça. Et je dis encore une fois, pour le débat qu'on est en train de mener, celles qui nous écoutent,
Il y a beaucoup qu'on appelle à des postes de nomination, mais elles ne veulent pas venir. Tout à fait. Ça, je pense qu'il y a... On va terminer le plateau là, mais si on ne se dit pas les vérités, ça ne va pas être bon. Elles viennent sur des plateaux, elles disent ce qu'elles veulent. Je suis contente qu'elle, par exemple, elle ait accepté d'aller à la LT. Il y en a, vous allez les appeler, elle a le profil pour ça. Elle va dire, votre affaire là, je ne peux pas venir là-bas. Alors qu'elle a le profil. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité que nous avons. Et je pense que là, il y a un travail qui doit être fait. Vous n'acceptez pas que pour vous. Vous acceptez aussi pour vos petites soeurs qui vous regardent et pour lesquelles vous êtes des modèles. Moi, j'ai du respect pour une dame qu'on a eue au ministère de l'économie et des finances, qui aujourd'hui allait dans un mouvement, Madame Roselyne Coulibaly. Mais son ministère, elle a tenu comme elle pouvait, avec tout ce qu'il y avait comme bagarre à l'intérieur. Mais est-ce qu'elle n'est pas restée dans l'estime de beaucoup de Burkinabés, malgré qu'elle soit partie et tout? Elle est restée dans l'estime de beaucoup de Burkinabés. Moi, je pense que c'est un peu comme ça, en bousculant, qu'on peut donner le bon exemple et puis changer les choses. Maintenant, la majeure partie des femmes burkinabées, là, je suis désolé, leur réalité elle est loin des postes nominatifs et électifs. Là. Tout à fait. Il y a un travail à faire avec elles. Les filles quittent l'école trop tôt. Si on veut avoir des femmes, un bon panier dans lequel on choisit après, il faut qu'il y ait beaucoup qui puissent finir leurs études. Ça, pour moi, c'est un débat. Ça, pour moi, c'est important. Qu'on ne dise pas que, bon, le garçon là, c'est mieux que lui continue, la fille, elle va rester parce que c'est comme ceci. Ça, c'est des petites choses sur lesquelles, pour moi, il faut travailler. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer. Sinon, les leçons venues d'ailleurs, là, moi, je ne crois pas. On a Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, qui est un pays qui est sorti du chaos. Elle en a été la présidente, elle a mené ça comme elle pouvait. Pendant 2 mandats. On a vu Malawi, on a vu d'autres pays où des femmes sont venues, elles ont changé les choses, elles se sont assumées. Elles ont démis les hommes qu'elles voulaient, elles ont choisi qui elles voulaient pour travailler. Donc c'est pas être femme qui explique tout, mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire pour accompagner. Alors, il y a un travail à faire, Madame Baïlou, et finalement, est-ce que ce débat sur la parité, sur les quotas, tout ça, ce n'est pas un débat d'intellectuels confinés dans les zones urbaines, alors que la réalité des femmes, la grande majorité des femmes se trouve ailleurs, et que justement, vous, femmes urbaines qui menez ce débat, vous devez travailler à améliorer la condition de la femme de façon générale, sans ces considérations, peut-être avec, mais quand même, on vous voit soulever vos pancartes pour la parité et tout, mais sur le rôle et la place de la femme en tant que femme simplement dans la société, on ne vous entend pas beaucoup. Et on va terminer dessus, Madame Baïlou. Alors, quand des réformes pour permettre que les filles continuent l'école, qu'elles ne soient pas retirées des bancs de l'école sous les raisons du mariage forcé, sous les raisons des grossesses précoces, c'est pour que ces filles-là, dans les zones rurales, puissent continuer à aller à l'école, pour que demain on puisse dire qu'il y a des femmes suffisamment compétentes qui peuvent occuper des postes. Quand on fait Actuellement, il y a le Code des personnes et de la famille qui est en relecture, qui est presque validé. Quand on fait cette relecture-là, c'est pour amener l'âge du mariage de la fille à 18 ans, pour que la jeune fille puisse continuer à aller à l'école. C'est pour empêcher les gens dans les zones rurales de marier les filles à 11 ans, à 14 ans. Donc les réformes qui sont prises dans les zones urbaines impactent les femmes dans les zones rurales. Donc vous ne pouvez pas tenir un discours qui dit que les questions de poste sont pour les femmes dans les zones urbaines et on oublie ou alors on occulte les réels problèmes des femmes dans les zones rurales. Parce que ce qu'on prend dans les zones urbaines, dans les seuils de décision, impacte énormément ces personnes dans les zones rurales. Donc c'est important qu'il y ait plus de femmes dans les seuils de décision parce qu'elles connaissent et comprennent les réalités pour pouvoir impacter la vie de ces femmes-là. Pour pouvoir impacter la vie de ces femmes, il faut continuer d'impacter la vie de ces femmes parce que je l'ai dit, il faut une place à toutes choses et on doit reconnaître
on doit reconnaître et valoriser la place de chaque être dans la société. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité qui a porté son regard sur la situation politico-sécuritaire au Burkina, mais sur le poids des femmes dans les instances nationales de décision, avec comme invité Bénédicte Bailou. Elle est directrice exécutive de Féminin Inde et députée à l'Assemblée législative de transition. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Geoffroy Bara, merci. Merci à Inoussa Ouedraogo. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tree TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité vous offre un décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs et revient demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.